Téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Bonjour, bonsoir. Le plateau sur lequel, vous le savez, on fait un décryptage de l'actualité, on fait un tour d'horizon pour savoir ce qui se passe dans le pays, hors du pays et même très loin du pays. Je suis avec un invité, il s'agit de Monsieur Marcellin Guinguéré. Il est le président du mouvement Le Mali qui bouge. Bonjour Marcellin. Bonjour. Ça va? 5 sur 5, ça va. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci beaucoup. Ce n'est pas une première à Mandé TV, mais pour un décryptage quand même. C'est la première fois pour le décryptage. Mais ce n'est pas la première fois sur ce plateau. Tout à fait. Merci beaucoup de vous rendre disponible pour venir faire un décryptage de l'actualité avec nous. Et mon acolyte, je dirais, il s'agit de Monsieur Moussa Oulé Traoré, journaliste correspondant de Média Guinée, ici au Mali. Moussa, ça va? Ça va. Bonjour Fadima. Bonjour à la diaspora dans son ensemble, comme d'habitude. Bonjour à Koulouba. Bonjour au président Assimi Goïta. Voilà. Donc, avec son discours. Un bonjour particulier, très particulier, avec le discours sans élection. Donc, bonjour à Koulouba. D'accord. Moi, je dirais bonjour à la République de Guinée. Voilà, les téléspectateurs de Mandé TV sauront qu'est-ce qui se passe. Moi, je dis vraiment un grand chapeau de maître, même de magicien du président Doumbouya. Pour l'instant, gardons ça sous l'aile. On verra bien en faisant un décryptage de l'actualité régionale. Marcellin, ça va? Ouais, comme en d'habitude. Politique, comme toujours, tout se passe bien, au taquet pour le Mali? Très bien. Alors, on va commencer avec notre premier dossier. Il s'agit du discours du président de la transition, son Excellence Assimi Goïta. Ouais. Les Maliens ont été face à leur petit écran pour vraiment écouter, regarder le discours de l'année, le discours que les Maliens aussi attendaient, parce que le président Assimi Goïta, c'est pas commun qu'il puisse sortir et faire des discours. Le dernier discours, je crois bien, que ça date de depuis Caille, c'est cela, donc depuis des mois, des semaines. Les Maliens, ils attendaient, voilà, les Maliens aussi avaient des questions à se poser. Maintenant, est-ce que le discours a permis aux Maliens d'avoir assez de réponses? On verra bien. Mais entre-temps, Marcellin a écouté le discours, qu'est-ce qu'il a pu noter? C'était un discours chirurgical et stratégique. Chirurgical et stratégique. Oui. Bon, il faudra nous aider à faire cette synthèse-là. Là où on attendait le président, il n'est pas venu par là-bas. Il a esquivé toutes les attentes parce que ce n'était pas la peine pour un président comme lui de rentrer dans certains détails. Il a été direct, bref et précis. C'est pas la peine d'un président ou bien d'un président comme lui? Comme président, lui, ça veut dire quoi? Un président comme Assimi Goïta est un président spécial. Au-dessus des autres présidents. Il n'est pas un président politique. D'accord. Il n'a pas besoin de faire des discours politiques pour faire plaisir aux gens. Voilà. Il fait un discours logique, un discours très limpide, quelque chose de pragmatique. Voilà. C'est pourquoi j'ai entendu beaucoup se plaindre. Et c'est très normal, hein? C'est très normal. Il faut que ça suscite beaucoup de questionnements pour que des explications soient données afin que les gens puissent être beaucoup plus édifiés. Dans son discours, il n'a pas parlé d'élection. Dans son introduction, je constate qu'il veut certainement aborder cette question. Non, pour l'instant, quand on donnera la parole à Moussa, il aura le temps de vraiment se défendre, dire ce qu'il pense. Mais en attendant, c'est Marcellin. Marcellin a vu le discours. Vous avez notamment qualifié le discours de précis, de manière chirurgicale, mais qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui est marquant pour que nos téléspectateurs, les Maliens, puissent aussi aller dans votre sens? Le plus marquant, le président a toujours dit que le Mali a 3 principes de gouvernance. Le respect de notre souveraineté et du choix stratégique de nos populations. Le respect aussi de notre intégrité. Mais là, précisément,
il a parlé en tant que Malien, surtout. Parce que quand vous prenez son discours, il a parlé de l'accord. L'accord d'Alger qui nous a été imposé. Le président a écouté tous les Maliens depuis qu'il est venu. Et dans la plus grande majorité, les Maliens ont toujours souhaité, même certains membres des signataires de cet accord ont souhaité que ça soit intermalien, qu'on sorte de l'instrumentalisation de l'accord et que les Maliens entre eux se retrouvent pour parler de façon franche, de façon claire, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème qu'il y a entre nous pour que nous puissions vivre ensemble dans un Mali un et indivisible. Donc le président, il a été clair, il dit désormais, il y aura un comité qui sera mis en place pour un peu peaufiner tout ce qui autour desquels on peut discuter. Sauf, encore une fois de plus, l'intégrité du pays, la laïcité, et quoi encore? On vous laisse terminer. Ok. Vous allez poser des questions en tant que journaliste. Non, mais entre-temps, moi j'ai vu certains collègues, évidemment on a eu des débats, la question qui revient très souvent et surtout avec les populations, c'est de se dire pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Chaque chose a son temps. Notre président ne parle pas à la hâte et il ne parle pas dans le vide. Donc, tout acte qu'il pose vient à point nommé. C'est un grand stratège. D'accord. Ah oui, là, oui, en tant que porteur d'uniforme, je pense que c'est la moindre des choses. Hein. Moussa? Oui. Finalement, avant de rentrer d'abord dans le discours du président, le très cher Assimi Goïta, moi je dirais plutôt que le président, je ne sais pas si c'est un discours de contradiction. La contradiction, c'est où? C'est, à mon niveau, c'est quand vous regardez d'abord la langue utilisée par le président de la République, le président de la transition, parce qu'on dit de dire le président de la transition. Dans la nouvelle constitution qu'on a votée, et lui-même il a ratifié, et il est dit dans cette constitution que la langue du travail, c'est le français. Ouais. Mais la langue officielle, ce sont toutes les langues du Mali sont des langues officielles. Ouais. Maintenant, si le président s'adresse à la nation, ce n'est pas un travail, mais il s'adresse à la nation malienne et qui doit obligatoirement s'adresser dans une langue que nous comprenons, que lui-même il a écrit dans sa constitution et que nous-mêmes nous avons voté. Donc, c'est une violation flagrante de la constitution. Il faut se dire la vérité. Puisque le président, on s'attendait à un discours en langue bambara ou en langue sorel, mais que je ne sais, mais le président devait s'inspirer maintenant de cette constitution pour nous parler aisément dans nos langues que nous-mêmes nous comprenons. Puisque le français est devenu une langue de travail. Là, c'est la petite remarque que je fais avant de rentrer. Maintenant, dans son allocution, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a fait un discours très politique. Moi, je n'ai pas vu un militaire qui ne voulait pas parler parce que d'abord il faut voir, il faut regarder, c'est un discours de 14 minutes. Sarah quand même, il a tenu la tête haute dans son discours, un militaire de son rang, un président qui n'aimait pas beaucoup parler, et les gens même, d'aucuns diront qu'il ne parle pas, mais il a tenu un discours de 14 minutes. Et avec les Français aussi, vraiment le mot qui était à sa place. Je sais pas qui, en tout cas, je ne sais pas qui a rédigé ce discours, mais celui qui l'a rédigé, chapeau à lui. Mais, sauf si que quand vous regardez, tout est bien structuré, techniquement parlé, c'est-à-dire les Maliens ne comprennent jusqu'à pas. Moi quand même, je ne comprends rien dans ce qu'il a dit. Je ne peux rien dire réellement ce que le président a dit et que vraiment cette année, on va faire cela. Parce qu'il a dit, il parlait en parabole, en très stratège et un diplomate avéré. Assimi n'est plus, il doit maintenant ôter la tenue pour être un grand diplomate. Puisque Assimi a parlé étant un grand diplomate.
Donc maintenant, il dit, quand il a parlé de l'électricité, parce qu'il a commencé, il comprenait le calvaire, il comprenait la souffrance des Maliens actuellement, mais il a parlé. Mais il dit que ce point qu'il faut rappeler, que ce n'est pas aujourd'hui que l'électricité a commencé, mais depuis les élections précédentes. Donc là-bas, il y a une contradiction entre ce que Madame la ministre du Courant nous avait dit il y a des mois, en disant que c'est du vol et tout ça là qui a engendré les coupures d'électricité, mais pour Assimi, ce n'est pas cela, c'est parce que la gestion depuis des années, c'est ce qu'on récolte aujourd'hui. Donc, Assimi nous a dit, mais sauf si, dans ce passage, Assimi ne nous a pas montré à quand la fin réelle de ce calvaire énergétique. En tout cas, il a parlé. En tout cas, c'est vrai que, là, quand même, je rejoins Moussa, hein, on n'est pas d'accord sur souvent tout, mais le discours de Caille, le fameux discours de Caille, on a quand même vu un président qui était très vigoureux. Oui, Malikoura, tout est commencé, la constitution est appliquée, nous-mêmes on était fiers qu'on va entendre maintenant un président qui nous parle dans nos langues, tout le monde va comprendre aisément, mais sauf si la donne a changé de Caille, parce que Caille était la première sortie du président en public après l'adoption de la nouvelle constitution. Mais sauf si la première sortie et la deuxième sortie, il y a une différence, parce que l'autre, c'était d'abord l'application de la nouvelle constitution. Mais maintenant, nous, on était habitués à cela. On disait, au Burkina Faso, nos voisins de l'AES, le président a tenu son discours dans, je ne sais pas si c'est dans Morée. Oui, j'ai vu cela. Donc, cela veut dire que la refondation en marche, mais on ne peut pas dire être et le non-être n'est pas, selon Palmen Délé. Donc, maintenant, on ne peut pas être, soit la porte elle est fermée, soit elle est ouverte, mais la porte ne peut pas être fermée, ouverte en même temps. Soit on est dans Malikoura, soit on va se retourner dans Malikoura. Donc, mais c'est ça la réalité. Donc, Assimi, son discours qu'il a lu, moi, je souhaiterais quand même qu'il nous parlait, même si il disait en français. Après, maintenant, il faisait des vidéos. Donc, l'autre vidéo, comme ATT le faisait, maintenant, pour venir encore nous parler le même discours en langue nationale pour que la majorité, 80% des Maliens puissent comprendre ce que ça donne. Maintenant, Fadima, l'émission de l'électricité, la fin de calvaire, donc en 2024, on va acheter encore les batteries parce que c'est ce que Assimi nous dit indirectement, puisque il dit qu'il faut d'abord des mesures à court et moyen terme. Donc, court et moyen terme, court terme c'est quoi, moyen terme c'est quoi, donc ça c'est indéfini, on ne peut pas dire clairement, maintenant à quand la fin. Maintenant, si vous parlez s'agissant la sécurité ou l'application de l'accord d'Alger, et je vois que le président de la transition, là-bas, on est sur la même longueur d'onde, parce que moi, je n'aime pas l'accord d'Alger, tout le monde connaît ma position ici. L'accord d'Alger, là, étant un citoyen, je ne me reconnais pas dedans. Mais Assimi a parlé qu'il va mettre en place un comité de pilotage, un comité de dialogue. Maintenant, très bientôt, peut-être à la fin de ce mois de janvier, et un rapport sera présenté à la fin du mois de février. Donc, cela veut dire l'accord d'Alger, bye bye, c'est fini. Donc, on ne veut plus de l'accord d'Alger. Il faut que les Maliens s'asseyent d'eux-mêmes. Puisque l'accord d'Alger, les partenaires qui sont parties prenantes de cet accord, on est en bruit avec certaines personnes comme l'Algérie, comme la France. Donc maintenant, pour se retourner, voir aussi l'accord d'Alger, on ne veut pas dans son discours. Cela veut dire que tout ce qui émane de nos partenaires avec qui on a des différends aujourd'hui, donc il faut le mettre de côté et il faut maintenant s'orienter vers le Mali, donc dialoguer malien et trouvons les solutions maliennes. Donc maintenant, avant cela, je voudrais profiter de cette perche à attendre à M. Marcelin. Vous avez fait quand même un passage au niveau du ministère de la Réconciliation. Vous avez travaillé en plein dans cet accord. Est-ce que vous pensez un peu comme Moussa pour dire que l'accord d'Alger, c'est une manière, avec ce discours du président Assimi Goïta, de dire que voilà, maintenant, on reprend à zéro et l'accord d'Alger, vraiment, elle devient caduque? Merci. L'accord d'Alger, je dis clairement que ça nous a été imposé lorsque nous n'avions pas notre souveraineté.
Maintenant, nous pensons que nous sommes un peuple, un pays, une nation souveraine. Donc, tant que nos problèmes sont discutés ailleurs, on ne serait pas dans cette souveraineté. Alors, pour que nous puissions nous faire respecter notre souveraineté, il fallait quand même que nous nous approprions, c'est le terme qu'il a dit. Donc vous êtes en train de confirmer là, justement. Ça veut dire que l'accord d'Alger, on n'en parle plus. L'accord d'Alger, ce n'est pas qu'on n'en parle plus, mais on s'inspirera de cet accord pour reprendre. Mais est-ce que ce n'est pas encore un langage diplomatiquement correct? Il suffirait juste de dire que cet accord, vraiment, on va reprendre les choses à zéro. Mais c'est ce qui est entredit dans ce... ce qui est clair, on dit clairement qu'on s'en approprie. Le Mali va s'approprier l'accord. Et maintenant, on va mettre en place un comité pour enlever ce qui est mauvais. S'approprie comment? Votre avis? Oui, dans l'accord même, il est clairement écrit que l'accord peut être relu. Mais sauf si que le président n'a pas parlé de la réalité. Oui, c'est ce que je vous dis. Il n'a pas besoin de dire les mots que vous voulez forcément entendre. Oui. Dès lors qu'on dit on s'approprie de la chose, ça veut dire que le tout nous revient. Personne d'autre n'a droit à parler de cet accord que nous-mêmes. Moi, je n'ai pas entendu, moi, je n'ai pas compris comme ça. Je pensais que s'approprier, c'est vraiment mettre en place des grandes communications. Oui, bon. Non. Sauf si le président... Parce que les Maliens en gros, n'ont pas compris l'accord. Oui, le président, d'abord, n'a même pas prononcé accord d'Alger. Il n'a même pas parlé même d'accord. Justement. Ni Alger, ni accord. Voilà. Donc le mot Alger, puisque aujourd'hui, nous sommes en bruit avec l'Algérie, pour ne pas dire le nom de l'Algérie, le président même n'a pas touché l'accord. Il a parlé de la mise en place d'un comité de dialogue intermalien. Oui. Donc maintenant, à la suite, il dit à la suite que les questions seront débattues. Et d'abord, il a cité des lignes non négociables, les lignes rouges. D'abord, l'intégrité territoriale du Mali, cela veut dire que l'unicité du Mali, non négociable, qui ne fera pas partie de l'accord, c'est-à-dire du nouvel dialogue qui sera mis sur place, et aussi l'incité du Mali. Donc, on a vu que souvent au nord du Mali, on est parfois ambigu, parce qu'on ne sait pas, il y a certains qui réclament la charia, il y a d'autres aussi qui disent qu'il faut une république islamique, tout ça là. Donc c'est à l'issue de ça là que le président a parlé que la laïcité et l'unicité du Mali non négociables. Ce sont ces deux aspects. Donc les autres points seront parlés et débattus entre les Maliens. Donc il n'y aura plus d'interférence. Maintenant, entre les Maliens, il faut que les Maliens eux-mêmes soient capables de venir sur la même table pour dialoguer. C'est ça que moi-même j'avais demandé sur le plateau ici. Donc j'ai toujours brandé cela, que les Maliens doivent être capables maintenant de parler entre Maliens, mais on ne veut plus la présence peut-être de qui que ce soit ou de quel partenaire que je ne vais pas nommer, mais cette fois-ci, c'est le Mali, c'est un dialogue pour le Mali et pour le Malien et par les Maliens. Donc c'est ce que Assimi veut nous faire comprendre dans son discours. Merci, porte-parole de Assimi. Ça veut dire que les prochains accords seront vraiment signés, ou s'il y a accord à signer, hein. Ça je ne sais pas, ça c'est à voir. Mais en tout cas, il y aura une médiation qui va se mettre en place, il y aura un dialogue intermalien, ça c'est sûr. Et certains, en tout cas... Et si les partenaires d'accord, par exemple les signataires, les mouvements signataires de l'accord, n'accepteront pas de venir sur la... C'est là la grande question. Parce qu'ils se voient dribblés par Assimi. Ou bien abandonnés en plein vol. Non, oui, parce que... sur ce plan, moi je suis bien placé pour le dire ici, en tant qu'ancien chef de cabinet du ministre de la Réconciliation. Nous avons rencontré tous les groupes signataires de l'accord. Et tous sont presque d'accord pour la relecture, pour tout ce qu'il faut, afin que le Mali soit un et indivisible. Sauf la SEMA. Et c'est cette SEMA qui a refusé de venir souvent aux tables des négociations. Parce que nous, on organisait périodiquement des rencontres avec ces différents groupes. Et c'est la SEMA là qui est la colonne vertébrale des mouvements. Oui, ok. Si elle est la colonne vertébrale, maintenant, elle va faire son choix.
soit tu es avec le Mali, soit tu n'es pas avec le Mali. Et c'est très clair, hein? Ils ne sont pas les seuls. On leur a dit, bon, vous venez, on va discuter entre nous. Vous refusez cela? Le Mali dit, bon, il y aura Barkhane qui rentre. Barkhane est rentré. Ensuite, on dit, bon, l'aménagement va rentrer. L'aménagement, en partant, va céder ses emprises à l'armée, bon, en tout cas au Mali. Alors, la CEMA s'est imposée. C'est interposé pour dire que l'armée malienne ne peut pas récupérer les camps que l'aménagement va abandonner. Alors, elle s'est opposée au Mali et a déclenché une guerre farouche contre l'armée malienne. Et cela en collaboration avec les terroristes et l'État islamique. Donc, du coup, la CEMA s'est démarquée et s'est mise dans la position d'une force hostile au Mali. Donc, si vous êtes une force hostile, c'est la force contre force. Dans le dialogue, ils ne sont pas exclus. Ils sont invités dans le futur dialogue intermalien. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, en tout cas, la CEMA telle qu'elle est doit être considérée comme un groupe terroriste. Et je pense que même un sénateur américain l'a déjà déclaré, et à d'autres niveaux aussi, même au Mali, on déclare clairement que la CEMA est un groupe terroriste parce qu'elle travaille avec les terroristes, elle combat l'armée malienne avec les terroristes et par conséquent, on la traite comme telle. Ok, mais politiquement, est-ce que ça ne va pas, l'accord, un dialogue sans l'Algérie au Mali, vous imaginez l'impact? S'il vous plaît, ça n'a rien à voir. L'Algérie n'a rien à voir. Non. Je vois, je sais ce que je dis. Non. Vous savez, généralement, dans ce genre de situation, c'est un problème qui touche un pays frontalier au moins. Il faut c'est de la vérité. D'accord. Donc maintenant, cherchons d'abord, ce n'est pas d'aller se courber derrière l'Algérie, non, ce n'est pas ça. Mais il faut travailler techniquement et stratégiquement avec l'Algérie. Quand c'est nécessaire, on va le faire. Quand c'est nécessaire, on va le faire. Mais pour le moment, le linge sale se lave en famille. Et nous sommes en famille, nous allons se parler entre nous. Et ceux qui ne sont pas d'accord, nous allons leur montrer, voilà pourquoi vous devez être d'accord. Si vous êtes réellement des Maliens, sincère, si vous voulez réellement que ce pays-là soit un pays dans lequel il fera bon vivre, vous tous, c'est-à-dire sans distinction d'ordre religieux, politique, ethnique, tout ça. Mais si vous vous soustrayez de tout ça et que vous mettez en place une force armée pour défier le pays, l'armée sera là pour répondre. D'accord. La réciprocité, vous le savez déjà. Le discours, pour vraiment clôturer tout ça, pour mettre une conclusion à cela, le discours quand même a eu beaucoup de points assez positifs. On a senti un président quand même qui est proche de la population, qui est sensible aussi à la population et qui a même présenté des condoléances et a vraiment compati. Voilà, moi je l'ai senti quand même qu'il compatissait et puis surtout qu'il a beaucoup félicité nos forces armées, notamment les FAMA. Donc, on va clore ce sujet. On va avec un deuxième point qui s'agit du bilan de 2023 de la transition. Marcelin, oui. Quel bilan faites-vous de 2023 de la transition, notamment sur les points suivants: sécuritaire, économique, développement, diplomatie, santé, entre autres. Le bilan, il est satisfaisant, largement satisfaisant, d'autant plus que nous avons pu en 2023 recouvrer l'intégrité de notre pays. Ça, c'est déjà le plus important pour moi. Tu ne peux pas parler de développement, de santé, de quoi que ce soit, tant que tu n'as pas ta tête d'abord. Donc aujourd'hui, bravo, chapeau à notre armée. Malgré toutes les difficultés, notre armée a pu avoir le contrôle total du territoire national, y compris Kidal, qu'on pensait que jamais on pourrait le récupérer. Aujourd'hui, nous contrôlons totalement le pays. 1. 2. Sur le plan développement,
Le développement vient bien sûr après la sécurité. Parce que nous avons... Avec. Non, ça doit venir, pour moi, ça ne peut pas forcément venir avec. Ça peut venir avec, mais il est plus facile de le mettre sur socle après. Parce que on n'a pas tous ces grands moyens de faire plusieurs choses à la fois. On a d'abord décidé de passer vers la reconquête du territoire national, sécuriser le pays, même si tout n'est pas encore fini, il faut reconnaître. Par exemple, le centre, il y a toujours des problèmes, mais c'est par étapes. Je sais que ça va venir, et déjà c'est en cours. Mais aujourd'hui, dès lors que le pays est déjà protégé, maintenant on peut aller sur la base du développement. Et là aussi, quand vous prenez ça, le développement va avec la santé, l'économie, tout ça. Et sur le plan sanitaire, nos hôpitaux ont été dotés de matériel de dernière génération, et surtout par le président même qui a donné des matériels de dialyse à tous les grands hôpitaux, chose qui n'existait pas, et maintenant il y a la gratuité dans beaucoup de domaines. Ensuite, nous avons amorcé les grands pas vers le développement en adoptant de nouvelles dispositions sur nos ressources minérales, minières, disons, sur aussi dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine même de l'éducation aussi. Et vous voyez aussi, on vient de finir avec les états généraux de la jeunesse. Donc tout le monde a été écouté. Les gens ont fait des recommandations, des propositions ont été faites. Comparé aux recommandations de l'ANR, l'État est en train de prendre des dispositions d'un décollage économique pour un développement plus durable. Maintenant, de façon pragmatique, je ne peux pas citer quels sont les grands résultats qu'on peut toucher du doigt, mais ce qui est clair, les spécialistes de l'économie ont dit que l'économie du Mali, ça va. Même si quelque part, on sait que le panier de la ménagère souffre, et c'est là aussi, je le disais, c'est partout dans le monde, même le panier des États-Unis souffre, France, par-ci, par-là, dans le monde, compte tenu de la situation mondiale. On vient de sortir de Covid-19, on est rentré dans, quoi là encore, il y a eu une autre maladie passée. Et en plus, dengue, vous parlez de la dengue, ça n'a pas un impact. Bon, pas trop la dengue, pas trop d'impact, mais quand même, la guerre en Ukraine a beaucoup déséquilibré l'économie mondiale. Et nous, en tant que pays continental, nous avons souffert de cela. Qu'à cela ne tienne, nous sommes restés un peu plus résilients. Et c'est pourquoi c'est le lieu de saluer le Mali. Les populations maliennes, comme le président l'a fait. Si les populations maliennes n'avaient pas été résilientes, si on n'avait pas accepté de souffrir pour aider notre transition, aujourd'hui, beaucoup de choses allaient être brisées et on allait être vraiment dans un mauvais drap. Donc, salut à la population malienne pour sa résilience. Moussa, oui, je le rejoins d'abord de passage par son introduction par rapport au bilan de l'année 2023. C'est un bilan qu'on a rendu positif, qui n'était pas positif, par rapport à cette victoire des FAMA à Kidal. Donc, c'est ce qui a sauvé le bilan. Oui, le bilan. Sinon, moi, je vais décortiquer le bilan économique, développement, si vous voulez, parce que nous vivons tous au Mali et nous avons les mêmes réalités. Donc, nous savons que ce qui ne va pas. Donc, maintenant, avant de rentrer dans le bilan économique, je vais dire que le bilan, on a rendu le bilan positif, puisque la plus grande aspiration du peuple malien, c'était la récupération de Kidal. Et cela a été fait par l'armée. Donc cela est venu camoufler maintenant tout l'état
qu'on connaît, même les médiocrités de certains ministres que j'ai dénoncés ici. Donc, tout le monde se sont alignés derrière la victoire des FAMA, donc pour sauver son département, en disant que oui, la transition monte en puissance, et étant donné que c'est la sécurité qui monte en puissance, mais les autres secteurs là sont en deçà de nos attentes. Donc, c'est la réalité. Maintenant, en ce qui concerne le bilan économique, M. Marcelin, il a du mal même à parler. Non, je ne voulais pas m'aventurer parce que je sais que vous avez des questions. On va venir parce donc, que j'attends vos questions. Je sais que ça ne va pas. Mais vous avez dit même qu'on a été résilient. Tout à fait. Oui, c'est là qu'on dit qu'on a accepté de souffrir. Sinon, ça ne va pas. Justement. Voilà. Maintenant, cette souffrance-là, on sait qu'il n'y a rien. Les partenaires sont partis. C'est dans un pays où les petites et moyennes entreprises, maintenant, qui sont les socles de développement, c'est-à-dire qui sont même les moteurs de fonctionnement des paniers de la ménagère. Et ces petites et moyennes entreprises sont fermées aujourd'hui, puisque à défaut de l'absence de partenaires stratégiques pour financer certains PME, ça engendre forcément la souffrance économique dans un pays. Ça, et il y a plus de 2 ans, il n'y avait plus d'investissement privé au Mali. Aucun partenaire n'ose venir au Mali parce qu'à travers ce bruit et maintenant cette question sécuritaire qui est là aujourd'hui. Donc on sait que économiquement ça ne va pas. Et les prix des denrées de première nécessité, vous-même vous le savez. Et on payait le kilo de pommes de terre, c'était à 700. Mais maintenant là, moi je suis allé au marché. L'autre fois je voulais même pas acheter quelque chose là pour madame, mais on me dit quoi? On me dit 1700 et quelques. Donc c'est agréable. Oui, le kilo. Non. Il faut aller au marché. Non. Moi je vais tous les jours au marché. Personnellement. Pardon, 700 et quelques. Ah. Pardon. Mais il faut manger de la patate. Voilà. Même le cultivateur de patates là, a augmenté le prix. On dit ça ne va pas. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai. Le pays a été libéré en partie. Mais on a accepté de souffrir et il y a la souffrance. Le développement, on n'en parle même pas parce qu'il n'y a pas de développement. Parce qu'on parle de développement s'il y a l'argent. Justement, j'allais venir, j'attendais que vous puissiez analyser. Le développement, on n'en parle même pas puisque le développement va avec l'argent. On peut pas. Le Mali a fait quel investissement? Vous avez vu la sortie du Premier ministre. Il faut prendre le 1er janvier, le 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023. Prenez le discours du chef de gouvernement, le Premier ministre Choguel Kokora Maïga. Et s'il a parlé une fois au cours de l'année 2023, le développement ou le plan stratégique que le gouvernement a mis sur place pour faire maintenant un plan annuel et stratégique. Mais il ne parle que M5 parce qu'il n'y a rien. Dans son discours, à chaque fois, l'historique, il nous fait revenir maintenant en arrière, depuis dans le temps médiéval. Il nous parle maintenant la politique du Mali dans le temps féodal. Maintenant, le Premier ministre n'a rien à nous donner, puisqu'il n'y a pas de plan stratégique annuel en 2023 pour le Mali. Il n'y a même pas de plan de développement ni économique du Mali, c'est-à-dire pour essayer d'amorcer un peu l'économie malienne. Parce que on sait que la plus grande aspiration du peuple aujourd'hui, c'était la reconquête de Kidal. Maintenant, une fois acquis, maintenant tous les autres secteurs qui ont été au rouge, maintenant se sont bombés la tête. Maintenant, on dit oui, la transition, on a fait quelque chose. Parce que dans un match de football, et on peut être dominé par l'adversaire à cause d'un seul but, ça peut délivrer toute une nation. Donc c'est le seul but qui a été marqué. Merci Moussa, toujours très engagé ou très inspiré, on va dire. Marcelin, oui. Le bilan, vous le trouvez extrêmement positif, hein, pour vous entendre. Je Très pense que positif, c'est déjà pas mal, mais extrêmement positif. Mais est-ce que la transition, c'est vrai que c'est un contexte, une situation assez complexe, donc c'est une gouvernance aussi particulière, mais entre-temps, quelle aspiration le peuple peut avoir? La résilience a été telle que c'est tellement salutaire, tout le peuple est résilient à tous les niveaux. Mais est-ce que le bilan est positif? Parce qu'on a vu aussi des partis politiques, des leaders politiques carrément bâillonnés, qui n'arrivent pas à parler. On a aussi un bilan diplomatique qui est là. Aujourd'hui, on est carrément séparé de beaucoup de partenaires. Est-ce que ces politiques
C'est diplomatique, mais est-ce que c'est positif? C'est ce que je veux dire. Dans le long terme, qu'est-ce qu'on peut... Parlant de partenaires, le Mali a plus que jamais de partenaires aujourd'hui qu'avant. Clairement, hein. Les partenaires qui se sont imposés à nous sont partis. Parce que nous avons dit non, on ne nous laissera plus faire comme avant. Tous ceux qui ne sont pas clairs avec nous, ou par solidarité avec notre grand-mère, la France, sont partis, sont en train d'être... Marcelin, on n'en disconvient pas que les voilà. partenaires partent. Moi, je pense que cette politique, même les Maliens, la majorité sont d'accord. On ne peut pas avoir notre propre souveraineté. Et la question que les Maliens sont en train de se poser, oui. Quelle stratégie va être vue dans quelques mois? Merci. La stratégie, là, contrairement à ce que vous venez de dire, il n'y a même pas quelques jours, on a fait même la stratégie de développement du Mali d'ici 2060. Ça a été carrément un grand atelier dans lequel les grands experts sont venus se prononcer. On a un programme quinquennal qui est là aussi. Ça n'a pas déjà été fait une fois au Mali? Oui, ça a déjà été fait plusieurs fois. Mais l'applicabilité et l'application, c'est la même, c'est différent. Et aujourd'hui, il faut l'adapter à la situation. Qui nous sommes aujourd'hui? Qui sont nos potentiels partenaires? Qu'est-ce que ces partenaires sont prêts à faire avec nous? Il faut maintenant prendre compte de tout ça pour faire le travail. Les anciens partenaires qu'on avait sont toujours les bienvenus, hein, mais ils ne sont pas les partenaires privilégiés aujourd'hui. Et notre partenaire privilégié, c'est clair, c'est la Russie. Et la Russie, là, beaucoup disent que la Russie n'a même pas pu s'occuper d'elle-même, ceci, cela. La Russie est plus puissante que la France, quoi que ce qu'on le dise. Même économiquement, hein. Donc, notre choix, je le disais clairement, hein, on avait face à nous un grand complot international qu'on a démasqué et qu'il fallait bouter hors. Ça, c'est compris. Maintenant, à partir de ça, notre relance économique est claire. Je suis sûr qu'en 2024, le Mali va surprendre beaucoup de pays dans ce monde. Est-ce qu'il faudrait pas 2024 en cette année 2024. Mais il y a quoi en perspective, par exemple? Mais vous le verrez. Je ne suis pas... Je ne annoncé. Non, attends. C'est un secret de politique. Oui, justement. Justement, l'annonce là, on était habitué à des annonces vides. On n'en a pas besoin, puisque déjà, le président a été clair dans son discours. Mais si, il dit les recommandations de l'AMR. Si vous parlez de nos lithium et autres là, mais la mine ne développe pas un pays. Il ne s'agit pas de ça, même pas de mine. Même pas de mine. Oui, parce que si la mine pouvait développer un pays, la Guinée allait être le pays le pays le plus développé de l'Afrique. Donc la mine, il faut... C'est parce qu'ils n'ont pas une bonne politique de gestion de l'heure. Oui, il y en a aussi. Donc maintenant, l'agriculture est à la base. On vient de mettre en place notre politique. Dans un pays, nos mines qu'on extrait, nous n'arrivons même pas où les comédiens sont plus nombreux que les intellectuels. Dans un pays, parce qu'aujourd'hui, tellement qu'il n'y a rien dans le pays, tout le monde est devenu comédien ou vidéoman. Dans un pays où les comédiens sont plus nombreux que les intellectuels. Non, ça n'engage que... Parce qu'il n'y a rien à faire. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire, oui. S'il n'y avait rien à faire, il n'y aurait pas beaucoup de comédiens. Parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et ils gagnent dedans. S'il n'avait rien là, il n'allait pas le faire. De l'autre côté, elle avait dit que bon, les gens sont bâillonnés par-ci, par-là. Les comédiens... On ne les voit pas en tout cas. Non, les leaders politiques... les leaders politiques, vous savez pourquoi on ne peut pas les voir? C'est vraiment très minime par rapport à ce qu'ils doivent faire. Vous savez pourquoi on ne peut pas les voir? Parce qu'ils n'ont pas de sujet pour convaincre le peuple. Le peuple les voit nous. C'est quand même fort, Marcelin. Voilà. Comment ils n'ont pas de sujet pour ils n'en ont pas. Le peuple? Ils peuvent. Il y a des partis politiques aujourd'hui, des grands partis politiques, ou bien des partis politiques qui se détachent bien, qui sont en train d'organiser des congrès, qui sont en train de dégager des lignes. Justement. C'est la théorie. Mais est-ce qu'Assimi n'est pas en train de tuer les partis politiques aujourd'hui? Non, bon, elle se tue d'elle-même. Et ils se tuent d'elle-même, ces partis politiques. Parce que tous leurs militants ont compris qu'ils ne peuvent pas être des béni-oui toujours. Tout le monde aspire désormais à son propre développement personnel aussi. Vous voyez, ces partis-là vivaient avec les moyens de l'État. Aujourd'hui, on les a coupés. Oui, on les a coupés, oui. C'est pourquoi ils ne peuvent plus rien.
Il faut qu'on soit clair, hein. Ils ne peuvent plus rien parce que... Dans son discours, il a parlé de la démocratie qu'on a engendré, tout ça là, vous savez. C'est pourquoi, c'est ce qui m'a amené à poser la question, parce qu'il a parlé de cette démocratie-là avant, et les soubresauts que les partis politiques faisaient avant. Donc, dans ces jours à venir, vous allez voir, on va dissoudre beaucoup de partis politiques. Voilà, c'est ça que je voudrais entendre. Voilà. C'est ça que je voudrais entendre. Justement, parce que même dans la charte même des partis politiques, pour être d'abord un parti politique qui se tape la poitrine, il y a beaucoup de conditions qu'il faut remplir. Si tu n'arrives pas à remplir ces conditions, on peut pas tu n'as plus le droit de vivre. Hein. C'est comme les associations. Vous avez des droits et devoirs. Certaines choses. Vous ne pouvez pas être là que pour discriminer ou discréditer un pays, un État. Non. Non. Mais c'est pas un moyen pour Assimi de faire taire les partis politiques. Vous savez, on n'est pas dans un État, comme ils le disent, démocratique. Ça fait 4 ans. Nous sommes dans une transition. Et 4 ans de transition. Nous sommes on va faire même 10 ans. Vous allez voir. On est là. On va continuer cette transition jusqu'à épuisement des recommandations de l'ANR. Dans le discours là, c'est clair. Hein? Oui. Nous allons finir les tâches qui nous ont été confiées par le peuple du Mali. Oui. Et ensuite, nous allons faire les élections. Qui est ce peuple-là? Moi aussi, je D'accord. Entre-temps, on va essayer d'avancer. Toi, tu es un membre du peuple. Entre-temps, on voit bien que Marcelin est un fin défenseur, vraiment, et à la limite même, il n'est pas pour la démocratie. Hein. Non, c'est la démocratie l'occidentale, je ne suis pas d'accord. Nous sommes plus démocratiques que eux. On est plus démocrates que eux. Là, on se rejoint là-bas. Ils sont venus nous imposer une sale démocratie dans laquelle, disons, on est embourbé. Et on est obligé de patauger dedans, on ne peut pas s'en sortir. Notre démocratie, nos familles africaines, nous avons les plus bonnes manières que celles de l'Occident. Je n'en disconviens pas. Entre-temps, nous devons avancer dans nos dossiers. Voilà, on a fait un tour assez rapidement, assez bref, du bilan de la transition qui reste légèrement ou bien extrêmement positif pour vous. En tout cas, pour Moussa, nous, notre bilan, on le fait tout le temps. On ne le clôture pas, il reste toujours très ouvert. Moussa, sur l'actualité régionale, on a une petite actualité régionale, vraiment on est obligé de prendre celle-là. Il s'agit de la République de Guinée, à notre cher pays où se trouve le monsieur Doumbouya. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Le grand Doumbouya. Cette sortie de communiqué médiatique où on parle d'un complot, d'un coup d'État. Il s'agit de quoi? Oui, Fadima, la Guinée a été surprise hier à voir à la télé une vidéo qu'on a fait passer à la télévision nationale même, dans le journal du pays. Mais tout est parti depuis l'adresse à la nation du président de la transition, le président Doumbouya, le 31 décembre. Et après son discours, il avait postulé une photo donc dans laquelle on voyait les deux personnes qui ont été considérées par le peuple guinéen et par beaucoup de blogueurs qui ont été tués par Doumbouya. Donc personne ne savait, et même leurs avocats, donc tout ça là. Mais tout le monde par la grande surprise, et Doumbouya a fait sortir ces deux personnes-là avec leurs femmes. Il les a invités pour fêter la fête des 31, la fête des 20 années avec eux. Donc il avait brandi cette photo et pour montrer aux Guinéens que c'est un président de clémence, donc tout ça là, et il sympathie avec tout le monde, et c'est fini. Donc les bruits entre son chargé d'opération qui est le commandant Alia et lui, donc toute la Guinée, on avait même commencé à insulter les blogueurs. Mais de l'autre côté, hier, par la grande surprise, on a vu encore une autre vidéo qui circulait à la télé. Maintenant, dans laquelle vidéo, il y a un monsieur avec ses lunettes noires qui lisait un communiqué. Oui, et puis, après, derrière ce communiqué, il fait une interview avec la DCI, donc la direction de la communication à la présidence. Maintenant, où il reconnaît avoir été membre clé d'un coup d'État au président Doumbouya. Avorté. Donc, lui-même, il reconnaît qu'il a été pris, et c'est pas
de la mafia, et ce n'est pas aussi du montage. Et lui-même, il faisait partie, c'est lui qui lisait le communiqué. Et le communiqué a été rédigé et lu à Dubreka, à 50 km de Conakry. Et c'est de là-bas aussi, on lui a interpellé avec 2 personnes. Donc maintenant, on a vu des femmes. Mais ce qui est marrant dans tout ça là, il y a des femmes marchandes, maintenant, qui ont parlé. Et il y a une femme même qui a dit qu'elle n'a pas voulu informer son mari. Donc elle-même, elle reconnaît aussi avoir participé à cette tentative de coup d'État. Et il y a aussi l'autre facteur, il y a un éleveur de bétail qui se dit aussi qu'il faisait partie de ce coup d'État. Donc je ne sais pas, on dirait que c'est une science de fiction. Ou bien, bon, parce que de l'autre côté, Doumbouya a eu un cote très élevé par rapport à la présentation de cette photo, mais de l'autre côté encore, sa cote est baissée par rapport à cette vidéo, parce que les Guinéens, 90% des Guinéens aujourd'hui se demandent est-ce que cette mise en scène là, même Nollywood ne le fait pas. Donc, parce que ces gens-là... Mise en scène entre griffes. Mise en scène entre griffes. Donc, maintenant, cette mise en scène... Parce que ces gens-là se disent qu'ils ont été interpellés il y a des mois aujourd'hui, qu'ils ont été graciés par le président colonel, le philanthrope Doumbouya. Donc, c'est ça, toute la Guinée quand même s'interroge de l'origine de ce coup d'État. Et est-ce que Doumbouya est en train, encore en 2024, de nous faire voyager encore moralement, ou bien parce que dans son discours, il n'a pas touché, il a parlé de la soumission de la nouvelle constitution au référendum, au peuple de Guinée. Donc, il n'a pas parlé des élections et la dissolution aussi des maires, donc des conseils communaux et la mise en place aussi de conseils, de délégations spéciales. Donc, maintenant, fort de tout ça là, est-ce que Doumbouya stratégiquement n'est pas en train de faire voyager les esprits guinéens? Donc, en Guinée aujourd'hui, on s'interroge l'origine de ce coup d'État, de cette tentative entre guillemets du coup d'État en Guinée. Donc, tout le monde pense que, en tout cas, les esprits, quand même, les plus brillants, pensaient que Doumbouya, quand même, n'avait pas besoin de brandir cette vidéo parce que c'est une vidéo de la honte. En tout cas, c'est quand même, à la limite, étonnant. Étonnant, hein, pour un gouvernement de transition, un gouvernement exceptionnel. Donc, les actes sont peut-être pour autant exceptionnel, on pourra dire. Hein? Mais moi, je voudrais vous rappeler que dans un coup d'État, il faut minimiser personne. Le vendeur de thé qui est là, le vendeur de chaussures, la vendeuse de cacahuètes, le boucher, le taximan, l'éleveur, effectivement, peuvent être des acteurs clés. Vous les prenez, vous les relâchez à quelques mois? D'accord. Oui, c'est tout ça. C'est prendre le nom et relâcher. Ça peut être pour les enquêtes, ça peut être aussi. Voilà, tout ça, c'est des militaires. Ils savent un peu les objectifs qu'ils visent. Okay. Peut-être que quand tu prends quelqu'un, si tu le relâches avec conditions et pour des raisons précises. En le suivant, lui, il va penser que c'est fini. En le suivant, tu vas découvrir d'autres choses encore plus intéressantes. D'accord. En tout cas, pour la République de Guinée, je pense que on commence à regarder tout ça. Hein. Il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu cette tentative d'évasion de la prison, de la maison d'arrêt ou prison. Oui, là, c'est la maison d'arrêt, oui. La maison d'arrêt à la fois prison et puis là, patatras. Donc, on se dit dans quelques semaines, peut-être. Le dépôt a pris feu. Donc, de façon extraordinaire jusqu'à présent. Les enquêtes sont ouvertes. C'est pas fermé. Donc, les Guinéens ne savent pas réellement qu'est-ce qui a causé cet incendie. C'est toujours en cours, sûrement. Bon, en Guinée, c'est un pays anormalement normal. Tu vois, les vendeurs. Pour un Guinéen, on va l'accepter. Les vendeuses peuvent provoquer ça. Hein. Donc, participer au coup d'État. Oui, on accepte. On a vu quelqu'un qui voulait égorger Assimi Goïta ici. On n'a pas la suite. Cette histoire on connaît cette histoire aussi. Donc, ça ressemble à cette histoire. Ce ne sont pas des histoires. Bon, téléspectateurs, nous sommes toujours avec notre invité, Monsieur Marcellin Guinguéré. Il est le président du mouvement Le Mali qui bouge. Marcellin. Ouais. C'est quoi le Mali qui bouge en 2-3 mots?
Le Mali qui bouge, c'est un mouvement politique hein, qui a été créé en 2018, bien avant la transition, et qui est aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora aussi. Alors, de la création du Mali qui bouge à nos jours, nous avons participé qu'à une seule élection, qui était l'élection des députés en 2020, où nous étions la 6e force politique au niveau de l'Assemblée nationale avec 4 députés. Donc, le Mali qui bouge est un mouvement aujourd'hui qui soutient avec la dernière rigueur les autorités de la transition et qui œuvre à l'épanouissement des Maliens et la sauvegarde des acquis démocratiques, hein, mais quand même qui est pour cette nouvelle vision du Mali courant. Mais le Mali qui bouge était là bien avant la transition ou bien elle soutient tout gouvernement qui va se mettre en place? Nous sommes un mouvement qui existe bien avant la transition. Nous allons exister après la transition. Et nous sommes pour le Mali qui bouge. Bouger, ça veut dire quoi? Un Mali émergent, un Mali d'avenir, un Mali où les Maliens se sentent à l'aise. Donc, un Mali souverain, prospère. D'accord. Je sais que vous avez aussi, disons, votre mouvement beaucoup œuvré concernant les sujets sur la situation sécuritaire dans le centre du Mali. Tout à fait. Vous êtes toujours là-dedans? Tout à fait, tout à fait. Nous nous battons beaucoup pour qu'il y ait aujourd'hui au niveau du centre une grande stabilité et à travers des groupes, des comités stratégiques que nous avons mis en place. Ça, c'est de façon indépendante, ça n'a rien à voir avec l'État. Nous sommes très proches de nos peuples, de nos populations. Donc, on fait rapprocher les communautés pour que le retour des déplacés soit une réalité, pour leur réinsertion, pour la fin des hostilités entre éleveurs et paysans soit vraiment un ancien souvenir. Mais aujourd'hui, précisément, nous sommes en train de nous battre pour que dans le cercle, dans la région de Banyangra, présentement, il y a un grand problème parce qu'il n'y a qu'une seule route officielle, la route du poisson, qui a été dynamitée. Il y a un grand pont qui est là-bas qui a été dynamité il y a presque 3 semaines. Aucun véhicule ne peut passer. Donc, il y a une seule petite route qu'on appelle la route touristique serpentée, qui peut aujourd'hui faire passer certains véhicules, des petits véhicules. Et là aussi, ceux qui sont les auteurs de ces bêtises-là sur la route, nous sommes en train de les contacter pour voir comment est-ce qu'on peut arrêter les attaques sur cette route-là. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. On entend du côté des populations de nous, qui sont par exemple les chasseurs. De l'autre côté, les gens de la brousse, entre griffes qu'on appelle comme ça. Donc, qui eux se disent que eux, avant, on les a imposés à être en brousse. Ils sont des fils de la zone, c'est des Peuls, qu'on a obligés à quitter les villages. Donc, eux, ils sont en brousse. Donc, tant qu'eux aussi, ils sont en brousse, ils ne vont pas laisser les gens se promener en brousse. D'accord. Vous nous avez donné quasiment, on ne va pas dire un scoop, parce que les Maliens ont déjà compris que ce sont les prochaines démarches avec la dissolution de pas mal de partis politiques, et vous l'avez confirmé ici. Ouais. Vous pensez que ça va s'étendre à la dissolution de certains mouvements? Parce qu'il y a aussi il y a aussi foison de mouvements, et notamment un mouvement qui a beaucoup fait parler de lui pendant avec le déplacement du ministre de la Réconciliation, hein, Ouagé, qui a été beaucoup sur place. Il s'agit du mouvement simplement d'Anna Amassago. Oui. Vous pensez qu'elle doit être maintenue ou bien elle doit être dissoute? Le mouvement d'Anna Amassago, je suis membre clé, fondateur. Vous êtes ou vous étiez? J'étais. D'accord. Maintenant, d'Anna Amassago, on est tous membres,
mais je ne suis plus à l'élite. J'étais le porte-parole de Dana. Dans la cellule stratégique, on va dire. J'étais le premier responsable politique de Dana Amasago. Parce qu'on l'avait créé lorsque on était sérieusement attaqué. Donc, en tant que chasseurs, nous avons mis les chasseurs en truc. Parce que chez nous, dans nos cultures, quand un village est en danger, c'est les chasseurs qui se mettent autour du village pour le protéger. Donc, c'est ça qu'on avait mis en place. Et le mot Dana Amasago, c'est ce que ça veut dire. Dana, ça veut dire chasseur. Amasago. Donc, Dana, les chasseurs. Amasago, là, c'est... on se confie à vous. On se confie à vous. Okay. Ama, c'est Dieu. Sagou, c'est confier. Donc, les chasseurs, on se confie à Dieu et à vous. En Dogon, c'est ce que ça veut dire. Vous ne répondez pas à ma question. Donc, la dissolution, je viens. En 2017-2018, hein, je crois, juste après des massacres qu'on a fait chapeauter par Dana Amasago sur Orosagou, le gouvernement en conseil des ministres a proclamé la dissolution de Dana Amasago. Et à l'époque, c'est moi qui ai pris la parole en tant que porte-parole pour dire qu'on ne peut pas dissoudre Dana Amasago. Parce que ce n'est pas un mouvement officiel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si en tant que gouvernement, si tu dissous quelque chose, c'est quelque chose que tu as créé, que tu peux dissoudre. Même si toi, tu crées, c'est avec un papier. Il n'est pas légitime. Il n'a pas de papier. La légalité est là, la légitimité est là. La légitimité, pour les villageois, elle est légitime. Maintenant, pour l'État, légalement, ça n'a pas un papier de création. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Un parti politique, un mouvement comme nous, des associations ont des papiers de leur création pour dire que récépissé tant. Dana Amasago n'a pas de récépissé, donc pour dissoudre de telles choses, il faut prendre la force. C'est un mouvement fictif. Bon, non, c'est pas fictif. Il n'est pas fictif, il est officiellement là. Parce que l'État même... un mouvement moral. Oui, l'État même... Disons comme ça, parce que... Flexible. Oui, voilà, c'est un mouvement moral. Moral, tacite. Il répond à l'aspiration des populations dans une localité bien donnée. Et il est écouté, rencontré et démarché par les autorités. Et financé. Voilà. Et financé. Bon, financé, ils ont leur mode de financement. C'est pas l'État qui les finance quand même. Mais parce que vous étiez membre, mais vous connaissez d'où provenait le financement. Les financements, à l'époque, venaient des villages d'abord. Parce que c'est les villages qui organisaient les jeunes chasseurs pour garder le village. Par conséquent, le financement, c'est le manger surtout. Le village, chacun donne un peu de mil, de riz, on les met ensemble, c'est leur truc. Oui. Et on vend des bétails. Attendez, par contribution. Il y a un truc assez intéressant sur le financement par la suite. Voilà. Maintenant, c'est des armes qu'ils utilisent. On vend les bétails, on vend toujours le mil, les récoltes qu'on a, on paye. Et on a aussi nos forgerons traditionnels qui savent faire les armes. Donc, on met... Il y a ce trafic-là qui se met en place, trafic d'armes et ça? Non, même pas. Ça se fait. Ils ont des ateliers connus où ils font les trucs. Par exemple, là, nous, on avait à l'époque créé une arme que l'armée malienne doit maintenant s'enquérir d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le Gnaouli. Ah, ok. C'est les tuyaux jusqu'à 4 mètres comme ça, les tuyaux, et on peut mettre des explosifs. Les clous là. Bon, même pas les clous, les fers 10, on les coupe en trucs. Beaucoup, tu peux remplir un seau, maintenant tu mets dedans par tranche de demi-kilo, 1 kilo, tu mets beaucoup dedans et quand tu engages l'ennemi, où que tu sois en face, tu ne peux pas résister. En tout cas, Marcellin, on a compris que vous êtes un militaire civil. Militaire civil, voilà. Qui défend carrément. Maintenant, votre mouvement, le Mali
bouge, n'est-ce pas? Et ça va bouger encore. Hein? Nous, on bouge, hein, on fait bouger le Mali. Vous étiez là avant la transition. Tout à fait. Vous avez dit, vous êtes là aussi pendant la transition et après la transition. Je serai là. Maintenant, tant que je ne meurs pas. Si je meurs, le mouvement continue. Qu'est-ce qui vous a amené à soutenir la transition puisque votre mouvement était déjà là? Notre mouvement était là. C'est comme les membres de la transition, ils étaient là. Moi, j'étais un député pendant que... Le coup d'État, là, c'est à nous qu'on a fait le coup d'État. Oui. Normalement, moi, je devrais même être contre cette transition. Non, je devrais être normalement contre cette transition. Pas forcément. Pas forcément. Si vos intérêts sont toujours d'après préservés. Ce que vous voulez dire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que avant l'arrivée Mais est-ce que ce n'est pas une manière pour vous encore de vous engager politiquement? Parce que non. Moi, je suis, pour tous ceux qui me connaissent, je suis un combattant infatigable politiquement. Ouais. Depuis l'AEM, depuis 90, je suis un combattant. Donc, les jeunes là qui ont fait le coup d'État, c'est notre génération. Et eux, ils sont militaires, nous, on est politique. Normalement. Vous étiez là même, vous connaissiez les mots du Mali. Très clairement. Donc, vous étiez à l'Assemblée nationale. Mais oui. Pourquoi maintenant, là, vous les reconnaissez publiquement? Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes dans un banquet de rapaces? J'étais un député indépendant. Oui. Donc, c'est parce que je n'étais pas d'accord avec les partis politiques que j'étais indépendant. Donc, le bilan des partis politiques, je ne suis pas d'accord avec. Et lorsque j'étais à l'Assemblée nationale et que les M5 avaient commencé à faire les grands mouvements, c'est moi qui ai dit à l'Assemblée nationale, vous voici assis. Si vous ne vous levez pas, ils vont décapiter tout le monde ici. Mais pourquoi votre mouvement n'a pas accompagné les M5 à l'époque? Oui, à l'époque. Parce qu'en ce moment-là, vous étiez dans la sauce. Je viens. Oui. Je viens. Ce n'est pas que j'étais dans la sauce. Je me suis imposé dans la sauce. Voilà. Malgré qu'on ne voulait pas de nous, nous nous sommes imposés. Et c'est ça, jusqu'à maintenant. Là où nous sommes là, ces militaires qui ont fait le coup d'État, ils ont eu l'adhésion du peuple. Oui. Nous sommes le peuple. Donc, nous sommes avec eux, clairement, tant qu'ils sont sur le chemin du peuple. Et là aussi, tout le monde me connaît pour ça. Moi, je ne suis pas un béni-oui. Mais est-ce que aussi après, ce ne sera pas un mouvement, comme beaucoup de mouvements d'ailleurs, qui sont des girouettes à chaque fois? Dès que le vent tourne à gauche, ils sont à gauche, à droite. Nous, on a vu pas mal de dissolutions de mouvements qui se reforment en changeant le nom juste légèrement. Hein? Oui, ça peut arriver. Par exemple, présentement, moi, mon mouvement qui est le Mali qui bouge, est en partenariat avec d'autres mouvements sur le terrain. Tant que nous avons les mêmes visions, tant que nous avons les mêmes objectifs, on peut faire des partenariats pour travailler ensemble. Cela ne veut pas dire que nous faisons des métamorphoses, non. C'est lorsque vos intérêts se retrouvent que vous pouvez être ensemble. Si les intérêts ne sont pas ensemble, vous ne pouvez pas vous côtoyer. Ce n'est pas possible. Par exemple, Ambicor. Ambicor est un mouvement qui est nationalement, qui se bat pour le pays, dans l'humanitaire, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Ambicor se bat. De Batouli. Oui, de Batouli. Oui. Mais vous n'allez pas voir Ambicor en train de faire des discours pour dire on soutient Assimi, on soutient un tel. Non, Ambicor là, ça c'est vague parce que moi j'ai vu Kaouchim qui parle de Ambicor, que le mot, il y a quand même le non dit, il y a point de suspension, Ambicor. C'est pas fini. Moussa, les propos de Kaoudjim quand même, je vous en prie. Je vous en prie. Voilà. Moussa, je vous en prie, s'il vous plaît. On ne va pas se fier à donc, ça. Nous, on n'a pas vraiment vocation. Personnellement, nous sommes en train de nous préparer pour faire une grande fédération. Des mouvements, des associations et tout cela. Moi j'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Oui. Votre mouvement aujourd'hui, c'est un mouvement peut-être pas politique ou politique, mais aujourd'hui, il y a une rumeur qui circule sur la candidature la possible candidature du président Assimi à la magistrature suprême pendant les élections prochaines. Oui. Est-ce que si tel est le cas, votre mouvement va faire quoi? Quelle est votre position? Si Assimi est candidat, je me propose d'être son directeur de campagne. En tout cas, c'est un appel du pied, là. Pour l'instant, on finit cette entretien brute. Par rapport à donc, vous soutenez l'idée quand même de la candidature d'Assimi? Aujourd'hui, là,
il ne faut pas qu'on se leurre. Hein. Le meilleur candidat pour le Mali. Assimi militaire et Assimi civil. Oui. Vous savez, il est remplacé par un homme politique. Nous le savons bien. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien brut du jour. La résilience que nous avons eue jusqu'à nos jours, il faudrait qu'on garde ça toujours. Et que pour rien au monde, on ne donne dos à notre transition qui a plus que jamais besoin de nous. Merci beaucoup. Alors, nous sommes plutôt avec Marcelin Guinguéré. Il est le président du mouvement Le Mali qui bouge. Monsieur Guinguéré, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Moussa, on se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine, Fadima. Donc, un mot à l'endroit du président du Paradis, donc Doumbouya. Le président du Paradis. Oui, la Guinée, le nouveau nom de la Guinée actuellement, c'est le Paradis. D'accord. Donc, oui, de libérer la presse guinéenne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de presses quand même qui sont fermées. Il faut les libérer. D'accord. C'est sur ces mots que prend fin notre plateau d'entretien brut du jour. On se dit à la prochaine. Restez sur nos ondes et allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali et un coucou à la régie qui a assuré cet enregistrement. À la prochaine.